Papa, j'ai dit que je vais vous rejoindre. Laissez-moi tranquille un peu. Vous aimez trop stresser pour rien. Paul sentit une colère ancienne remonter. Un jour, Rodrigue, un jour, nous ne serons plus là. Et ce jour-là, tu regretteras tous tes actes. Il y avait, dans un quartier populaire de Yaoundé, un jeune homme du nom de Rodrigue. 30 ans bien sonnés, mais pas une seule responsabilité sur les épaules. Ni emploi, ni ambition, ni conscience de l'effort. Il vivait toujours chez ses parents, comme un enfant à qui la vie n'avait jamais demandé de grandir. Ses parents, Paul et Bernadette, 2 anciens fonctionnaires aujourd'hui à la retraite, avaient tout fait pour leur fils unique. Ils avaient sacrifié leur week-end pour payer ses cours de soutien, vidé leur épargne pour ses études supérieures qu'ils n'avaient jamais finies. Et maintenant, ils observaient, impuissants, l'ombre d'un homme qui passait ses journées à glander. Chaque matin, alors que Paul arrosait les fleurs devant la maison, prenant soin de chaque tige comme il l'avait fait autrefois pour ses élèves, Bernadette préparait un petit déjeuner copieux, déposant une assiette devant Rodrigue qu'il daignait à peine toucher. Puis, dès que le soleil frappait un peu plus fort, Rodrigue sortait. Il rejoignait le coin de rue, sous un vieux manguier aux racines tordues, le repère des petits voyous du quartier. Là, il s'asseyait sur un bidon retourné, toujours au même endroit, entouré de garçons plus jeunes que lui, tous fascinés par ses discours. « Tu as vu le but de Samuel Eto'o hier ?» lançait-il, les yeux brillants d'excitation. « Frère, Eto'o est plus riche que Drogba 100 fois. Mais Drogba, lui au moins, il est respecté par les Blancs. » Et de là commençait une longue discussion qui n'en finissait jamais. On refaisait les carrières des joueurs, on critiquait les entraîneurs, on pariait sur le prochain match comme si la vie dépendait de la victoire d'un club espagnol ou anglais. Rodrigue était devenu une sorte de chef de banc, un philosophe de quartier, un roi sans trône. Mais dans sa chambre, il n'y avait pas de projet, pas de rêve. Juste une pile de vieux tickets de paris sportifs et une console de jeux poussiéreuse. Ses parents regardaient tout cela en silence, rongés par la culpabilité. Un soir, après le dîner, alors que Rodrigue était sorti sans même débarrasser son assiette, Bernadette soupira profondément. « Paul, qu'avons-nous fait de travers? Pourquoi notre fils est ainsi ?» Paul s'essuya les lunettes, l'air fatigué. « Je ne sais pas, Bernadette. Peut-être qu'on l'a trop protégé. Peut-être qu'on lui a tout donné sans lui apprendre à se battre pour obtenir. Mais regarde-le, 30 ans, il vit encore ici comme un adolescent. Il n'a même pas honte. Je crois que la honte, c'est nous qui la portons, pas lui. » Elle détourna les yeux, des larmes au bord des paupières. « Je prie, Paul. Je prie tous les jours, mais je ne sais même plus quoi demander à Dieu. » Quelques jours plus tard, une invitation solennelle arriva du village. La grande réunion annuelle de la famille Elundu approchait. Tous les descendants de la lignée devaient être présents. Il s'agissait de la Nkot Ndolé, un rassemblement où l'on évoquait les ancêtres, redistribuait les terres, décidait des mariages et des héritages. C'était plus qu'une tradition. C'était une question d'honneur. Paul se leva de bonne heure ce samedi-là. Il passa un coup de chiffon sur la voiture, vérifia les pneus, remplit le réservoir. Pendant ce temps, Bernadette emballait soigneusement des plats dans des boîtes. Du ndolé aux crevettes, du taro bien pilé, du poulet DG. Rien ne devait manquer. « Rodrigue !» appela Paul en se dirigeant vers sa chambre. « Prépare-toi, on part dans 1 heure. » Pas de réponse. Paul frappa doucement. Rodrigue, toujours rien. Un silence paresseux. Il se dirigea vers le manguier, où Rodrigue avait ses habitudes. À l'ombre du manguier, Rodrigue était déjà là, entouré de ses acolytes, concentré sur son téléphone. Rodrigue riait avec ses amis, assis sur des bidons, en train de jouer au jambo. Son père, excédé, s'approcha. « Rodrigue, va te préparer, on part au village. »« Vieil homme, laisse-moi tranquille, je finis ici et je vous rejoins après. »« Tu es sérieux? Ce n'est pas un choix,
C'est la coutume, tout le monde doit être là. Je vous rejoins après, j'ai dit. Je vais prendre le bus. Vous aimez trop parler. Paul se figea. Comment ça, tu vas prendre le car? On part tous ensemble. C'est une réunion de famille, tu es mon fils. Rodrigue haussa les épaules, l'air agacé. Papa, j'ai dit que je vais vous rejoindre. Laissez-moi tranquille un peu. Vous aimez trop stresser pour rien. Paul sentit une colère ancienne remonter. Un jour, Rodrigue, un jour, nous ne serons plus là. Et ce jour-là, tu regretteras tous tes actes, mais ce sera trop tard. Rodrigue ne répondit pas. Il retourna à son téléphone. Paul le regarda longuement, puis tourna les talons, le cœur lourd. Il monta dans la voiture avec sa femme, en silence. Sur la route menant au village, le silence régnait dans l'habitacle. Seul le ronronnement du moteur et le frottement régulier des pneus sur l'asphalte venaient troubler la lourdeur de l'air. Bernadette jetait des coups d'œil furtifs à son mari. Elle connaissait ce visage fermé, ces mâchoires serrées, ce silence plus violent que des cris. Paul ne disait rien. Ses mains agrippèrent le volant avec une telle force que les jointures blanchissaient. Il conduisait comme on lutte contre soi-même. « Tu penses qu'il viendra ?» murmura Bernadette d'une voix tremblante. « Je ne sais plus quoi penser, » répondit-il, le regard droit, fixé sur la route, comme s'il pouvait fuir sa douleur en accélérant. Un long silence les enveloppa à nouveau. Puis Paul gronda entre ses dents, sans la regarder. 30 ans. Et il ose me dire « Laisse-moi tranquille. Moi, son père. » Il tapa nerveusement sur le volant, une fois, 2 fois. Je lui ai tout donné, tout. Et c'est comme ça qu'il me parle, comme un bandit du carrefour. Bernadette ferma les yeux. Ne te fais pas du mal, Paul. Peut-être qu'il changera. Peut-être qu'un jour il comprendra. Un jour, il rit sans joie. Ce jour-là, on ne sera peut-être plus là. Il accéléra légèrement. La route s'étendait devant eux, lisse et grise, bordée de collines calmes. Le ciel, pourtant bleu, semblait lourd d'un pressentiment. Pendant ce temps, Rodrigue, après avoir lancé un dernier pari en ligne et lancé une plaisanterie douteuse, se dirigea tranquillement vers la gare routière. Il marchait sans se presser, les écouteurs vissés aux oreilles, un chewing-gum à la bouche. Il monta dans un car de transport, déjà bondé, s'installa à côté de la fenêtre et mit sa casquette sur ses yeux. Le moteur démarra. Le car trembla un peu, puis glissa sur l'asphalte comme une barque sur un fleuve paisible. Fatigué, il s'endormit aussitôt, la bouche entr'ouverte, les jambes écartées, inconscient du tumulte dans le cœur de ceux qu'il laissait derrière. Dans son sommeil, des images floues dansaient. La voix de son père, grave et lointaine, résonnait comme un écho. Un jour, Rodrigue, tu regretteras. Il se retourna, grogna un peu, un soupir, puis s'endormit, mais son sommeil ne fut que de courte durée. Il fut brutalement réveillé par un cri, des voix paniquées, des mouvements brusques. Le car ralentit brutalement. « Oh mon Dieu! Quelle horreur! Arrêtez-vous! Regardez là-bas !» Rodrigue ouvrit les yeux, groggy. Il vit les passagers debout, penchés contre les vitres, la panique sur leurs visages. Il se redressa. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Une femme près de lui se signait frénétiquement. « C'est un accident, une voiture broyée. » Il se pencha à son tour. Sur le bas-côté, à quelques mètres de la route, une voiture noire avait quitté la chaussée. Un RAV4, à moitié encastré dans un arbre gigantesque, son capot réduit à un amas de ferraille fumant. Les vitres brisées, la portière arrachée, le pare-brise en 1000 éclats. Rodrigue sentit son estomac se contracter. Son souffle se coupa. Ses yeux s'écarquillèrent. Un détail, un sticker sur la lunette arrière, le petit foulard rouge accroché au rétroviseur.
Il connaissait cette voiture. « Non, non !» il cria. « Arrêtez! Arrêtez le car! C'est la voiture de mes parents. » Le chauffeur, alerté par le ton de sa voix, freina brutalement. Rodrigue descendit en courant, trébucha, se redressa et fonça vers la scène de l'accident. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un coup de marteau. « Papa, maman, répondez-moi !» Mais il n'y eut pas de réponse. Le silence, un silence absolu, l'accueillit. Il s'approche du véhicule. Le choc avait été d'une violence inouïe. À l'intérieur, Paul et Bernadette étaient immobiles. Leur corps, écrasé par la tôle, ne bougeait plus. Dans la colère, Paul avait dévié de la route et s'était écrasé sur l'arbre. Rodrigue s'effondra. « Non! Maman, papa, je voulais venir, je vous avais dit que je viendrais. » Il hurla. Son cri transperça les collines, fendit le ciel. Les passants le regardaient, certains en larmes, d'autres priant à voix basse. Mais rien ne pouvait ramener ses parents. Rodrigue tomba à genoux, hurlant, secoué de sanglots. Des passants s'approchèrent, tentèrent de le consoler. Mais aucune parole ne pouvait atténuer sa douleur. Il resta là, des heures durant, les yeux dans le vide, murmurant « Papa, maman, je voulais vous rejoindre, je voulais venir. » Mais il était trop tard, bien trop tard. Le lendemain, dans une salle modeste du village, les cercueils étaient reposés côte à côte. Rodrigue, vêtu de noir, les yeux rougis, restait figé. Il ne pleurait plus, il ne parlait plus, il ne bougeait même plus. Il restait debout, le regard figé sur les deux cercueils alignés, côte à côte, l'un brun, l'autre acajou, son père, sa mère, partis, en silence. Il entendait autour de lui des sanglots, des murmures, des psaumes. Mais tout sonnait lointain, comme si le monde parlait dans une langue qu'il ne comprenait plus. Un oncle posa une main sur son épaule. Il ne réagit pas. Une tante lui tendit un mouchoir. Il ne le vit même pas. Il était seul, dans une foule pleine. Un enfant sans toit. Un homme trop vieux pour être orphelin. Et pourtant, terriblement orphelin. Après les funérailles, il rentra seul dans la maison familiale. Il ouvrit la porte avec la clé de son père. La serrure grinça comme pour lui dire « Tu es seul maintenant ». Le silence de la maison était assourdissant. Il entra dans le salon. Tout était resté en place, le fauteuil préféré de son père, le foulard posé sur le dossier du canapé, là où sa mère s'asseyait pour regarder ses séries nigérianes. Sur la table, un vieux journal, la dernière chose que son père avait lue, un article souligné, une photo découpée, la trace d'une vie interrompue. Dans la cuisine, une casserole encore propre, un sachet de condiments, un petit mot collé sur le frigo. Rodrigue, n'oublie pas de chauffer la sauce pour ce soir. Maman. Il lut la note. Il la relut. Puis, il s'effondra par terre, la note dans les mains, en sanglots violents. Des sanglots qu'il ne savait pas qu'il pouvait encore avoir. Des sanglots d'enfant. Des sanglots de culpabilité, de regret, de honte. On croit toujours que nos parents seront là demain. On remet les excuses, l'effort, la gratitude à plus tard. Mais la vie ne prévient pas quand elle décide de tout arracher. Rodrigue pensait avoir le temps de changer, le temps de les rejoindre, mais le destin n'attend personne. Un cœur de père peut se briser en silence, une mère peut pleurer dans la prière jusqu'à ne plus avoir de larmes, et un fils peut regretter toute sa vie, une seule mauvaise décision. Honore tes parents pendant qu'ils vivent encore, respecte leurs conseils tant qu'ils peuvent parler, car un jour, il ne te restera que le silence, et des remords trop lourds pour un cœur seul. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker pour montrer que ce genre d'histoire mérite d'être entendu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à vos frères, vos sœurs, vos amis. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.
Commentez ci-dessous pour nous dire depuis quel pays vous nous regardez. Et surtout, prenez un instant pour écrire en commentaire à quel point vous aimez vos parents. Un simple mot, une phrase, une prière. Parce qu'ils méritent d'être honorés tant qu'ils sont encore là.